cette première table ronde, elle a été intitulée « Quel sujet pour quelle expérience ?» Alors on a eu l'intention de démarrer un peu fort, avec à la fois une perspective un peu philosophique et psychologique également. La table ronde va se dérouler de la manière suivante. Je crois que le plus simple, c'est que je prenne la parole en premier. Nous avons pensé que chaque intervenant pouvait disposer à peu près d'une demi-heure. Ensuite, je donnerai la parole à Pierre Abardel. Ensuite, une demi-heure également. Hein. Ensuite, la parole à Yves Schwartz. Et puis, nous donnerons ensuite la parole à Jean-Michel Bouchex, qui fonctionnera comme discutant par rapport aux 3 premières interventions. Et ensuite, en fonction du temps qui nous restera, on donnera la parole à la salle pour vos questions et vos interventions. Alors, quel sujet pour quelle expérience? Le point de vue que je voudrais présenter sera un point de vue de didactique professionnelle. L'expérience, c'est d'abord ce qu'on apprend de la vie. Aussitôt qu'on agit, on apprend. Et de ce point de vue, l'apprentissage est indissociable de l'activité. C'est pour moi la signification profonde de la distinction qui a été proposée par Pierre Abardel et Renan Samurseï entre activité productive et activité constructive. En effet, par leur activité, les humains transforment le réel et en même temps, ils se transforment eux-mêmes et construisent ainsi leur expérience. Mais j'ajouterais que l'expérience et sa construction demeurent quelque chose d'assez mystérieux. Comment expliquer que certaines personnes apprennent beaucoup de la vie, y compris des épreuves qu'ils traversent, alors que d'autres semblent vivre des événements sans en tirer beaucoup d'expérience, sans apprendre grand-chose. J'ai voulu, pour ma part, rattacher étroitement l'activité, l'expérience et l'apprentissage, en faisant de ce dernier, l'apprentissage, une dimension anthropologique majeure structurant l'expérience humaine. Alors évidemment, quand on apprend de la vie, quand on apprend de son activité, il ne s'agit pas d'un apprentissage intentionnel, organisé, institué, mais d'un apprentissage incident. On dit souvent d'un apprentissage sur le tas, qui se produit sans qu'on en ait forcément pleinement conscience. Et pourtant, à propos de cet apprentissage, alors j'ai voulu, c'était un choix que j'ai fait, moi, l'appeler didactique et didactique professionnelle quand il est lié à une activité professionnelle. Ce ne fut pas sans débat et sans dispute. Et j'essaierai de m'en expliquer un peu plus loin. Alors, mon propos, je voudrais le développer en 3 parties. D'abord, à partir de l'élaboration de la didactique professionnelle et décrire quel a été, bon là je vais parler à titre personnel, mon itinéraire, balisé par quelques concepts fondateurs. En deuxième lieu, montrer que cet itinéraire aboutit à une certaine conception de l'expérience, inspirée principalement d'un philosophe, Paul Ricoeur, que je voudrais présenter. Et en troisième lieu, indiquer que cette conception de l'expérience repose peut-être à nouveau frais la question du sujet. À la fois un sujet capable, sujet en devenir, mais aussi un sujet qui assure l'articulation entre ce qu'il a reçu et ce qu'il assume de son identité. Alors, un premier point, la didactique professionnelle, bon, un itinéraire qui fut le mien, balisé par quelques concepts. La réflexion qui a accompagné le développement de la didactique professionnelle telle que je l'ai vécue
s'est organisé autour de 5 concepts. L'expérience, la conceptualisation, le développement des adultes, la réflexivité et l'analyse de l'activité. Et je voudrais d'abord montrer comment, à partir de concepts comme l'analyse du travail, la conceptualisation et le développement des adultes, on était amené à déboucher sur le thème de l'expérience. Alors, d'abord, l'analyse du travail. Quand j'ai fait ma thèse avec Gérard Vergniaud, thèse qui s'intitulait « Essai pour introduire le concept de didactique professionnelle », je venais pour ma part de la formation des adultes, la formation professionnelle continue, avec le souci d'articuler de la façon la plus étroite possible le travail et la formation. Alors bien sûr, dans une première approche, cela impliquait de poser l'analyse du travail comme un préalable à toute construction d'une action de formation. À l'époque, l'idée n'était pas totalement nouvelle. En témoigne par exemple un des ouvrages de Maurice de Montmollin. Mais là, à mon avis, n'était pas le point essentiel. Mon objectif, en un sens, était beaucoup plus radical. Aller analyser les processus d'apprentissage présents à l'intérieur même du travail. Avec cette idée qu'aussitôt qu'on travaille, on apprend, on construit de la compétence. Alors bien sûr, l'apprentissage des novices n'est pas le même que l'apprentissage des professionnels. Mais j'ai trouvé chez les compagnons du devoir une très jolie expression. Ils distinguent apprendre le travail, c'est-à-dire avoir un premier apprentissage professionnel initial, et apprendre par le travail qui peut se continuer pendant toute la vie professionnelle. Eh bien, c'est cet apprentissage dans le travail et par le travail que je voulais analyser. Et non pas celui qui s'effectue dans les écoles. C'était mon point de vue de départ. Et pour en rajouter un petit peu dans le paradoxe, j'ai qualifié cela de didactique professionnelle en reprenant au vol une expression de Francis Gainsbourger, car elle désignait exactement ce que je voulais faire. Je me souviens, c'était au cours d'un repas au ministère de la Recherche. Beaucoup de didacticiens des disciplines ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. Pour eux, en effet, il ne peut y avoir de didactique que dans un cadre scolaire et dans un cadre disciplinaire. Je pense d'ailleurs que la dispute n'est pas totalement terminée. Mais peut-être, ça peut être un objet de débat, peut-être qu'elle est en train de se déplacer. Pour ma part, en tout cas, moi je persiste avec la conviction qu'il faut solidement ancrer l'apprentissage dans l'activité. En effet, si l'activité humaine est adaptation, comme dit Piaget, alors on apprend chaque fois qu'on cherche à s'adapter. Il y a de l'apprentissage à l'école parce qu'il y a une activité scolaire et il y a de l'apprentissage au travail parce qu'il y a une activité laborieuse qui s'adapte aux situations professionnelles. Et c'est cette référence à l'activité dans l'apprentissage qui peut, me semble-t-il, marquer une communauté d'approche entre la didactique professionnelle et au moins certaines conceptions de didactique des disciplines qui insistent sur l'importance de l'activité dans l'apprentissage d'un savoir. Et si on désigne par expérience ce qui s'apprend dans et par la pratique, on voit tout de suite que le thème de l'expérience était immédiatement au centre du projet de didactique professionnelle. Il y a un deuxième concept que je voudrais présenter, qui a été aussi très structurant pour la didactique professionnelle, c'est le concept de conceptualisation. Il s'agit de la conceptualisation dans l'action. Et je dois à Gérard Vergniaud, et plus en amont à Piaget, cette idée que l'activité de conceptualisation est la manière spécifiquement humaine de s'adapter aux situations. Pour s'adapter, les humains construisent des concepts dont la première fonction n'est pas de produire des savoirs,
ou des théories, mais d'orienter et de guider l'action. Car ce sont ces concepts qui permettent de faire un bon diagnostic des situations dans lesquelles on se trouve. Ainsi, on peut dire qu'il y a des concepts qui organisent l'activité en permettant une maîtrise des situations. Ces concepts peuvent être d'origine diverse. Ils peuvent être nés de l'action, j'ai appelé ça des concepts pragmatiques. Ils peuvent être aussi empruntés, tirés de savoirs existants, scientifiques ou techniques, mais dans ce cas, ils doivent subir une mutation pour devenir des organisateurs de l'action. Ici, à la différence du point précédent, le rapport à l'expérience n'est pas très évident. Et pourtant, le fait de chercher à identifier des concepts organisateurs de l'action repose quand même sur un postulat, à savoir que l'expérience humaine est analysable, j'ajoute au moins jusqu'à un certain point, et que l'expérience humaine ne se réduit pas à une accumulation de situations vécues qui seraient rebelles à toute analyse. Et j'irais même un peu plus loin, la liaison entre expérience et conceptualisation repose sur la conviction que la pratique ne se réduit pas à un ensemble de trucs, de procédures, d'habiletés ou de techniques. Dans les métiers, la pratique ne se réduit pas à du simplement empirique. Au fond, la conceptualisation est la manière dont nous cherchons à comprendre et à analyser l'expérience et sa construction. Et voilà pour moi le rapport qu'il y a entre conceptualisation et expérience. Troisième concept qui a été très structurant, c'est le développement des adultes. Alors j'avoue que c'est le thème de recherche qui m'a principalement motivé. Avec la conviction suivante, c'est dans le travail que la majorité des humains rencontrent leur développement. Alors cette prise de position peut paraître carrément irréaliste aujourd'hui, à un moment où se multiplient des manifestations de souffrance au travail, voire de suicide. Mais justement, c'est parce que les travailleurs investissent énormément d'eux-mêmes dans leur activité professionnelle qu'ils sont si facilement fragilisés lorsqu'on leur dénie leur reconnaissance de soi, qui est une condition indispensable pour que leur développement puisse se concrétiser. Et le fait qu'on voit aujourd'hui fleurir des formes perverses d'organisation du travail nous met devant un très grave défi. On peut penser que depuis une trentaine d'années, l'intelligence au travail s'est beaucoup développée par rapport à ce qui existait dans le passé. Mais cette intelligence au travail, qui normalement est source de développement, est aussi probablement source d'une plus grande fragilité. Et on ne peut pas penser le développement au travail sans en repérer les obstacles, les limites, et les moments où le développement se retourne en son contraire. Et pour moi, c'est une très sérieuse question qui se pose aujourd'hui. À propos du développement dans le travail, du développement chez les adultes, je ferai simplement 3 remarques. D'abord, le développement des adultes, ce fut pour moi quasiment un fait d'expérience. Je l'ai en quelque sorte touché du doigt en suivant des adultes en formation, dans des durées longues, en particulier les étudiants que j'ai connus au CNAM. Mais quand j'ai cherché à analyser le développement chez les adultes, j'ai pu observer que c'était un objet théorique très peu recommandable, surtout à l'époque. À l'époque, en effet, le modèle dominant du développement, c'était un modèle piagétien, à la fois endogène et puis maturationnel. Et par conséquent, à partir de 15 ans, on ne se développait plus, on vieillissait. C'était un objet intéressant parce qu'un peu paradoxal. Et je me suis aperçu que quand on essaie de penser le développement des adultes, on est obligé de le concevoir comme beaucoup plus historique que génétique, selon un modèle probablement plus proche de celui de Vygotsky que celui de Piaget.
mais à ma connaissance, Vygotsky n'a pas traité du développement chez les adultes. Ce développement de nature historique donne beaucoup de place aux événements, aux situations, à l'impact des autres acteurs. Bref, il donne beaucoup de place à l'expérience. C'est pourquoi, en réfléchissant sur ces trois concepts qui ont été structurants pour la didactique professionnelle, l'activité et son analyse, la conceptualisation, le développement, je m'aperçois que tous trois convergent vers le thème de l'expérience. Et pourtant, encore une fois, je le répète, ce ne fut pas un thème que nous avons développé explicitement. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Ça, ce sera mon deuxième point. Quelques réflexions. C'est très difficile d'essayer de préciser le concept d'expérience. Je dirais simplement, voilà, quelques notations qui me sont venues à l'esprit. Bon, d'abord, j'avais consulté le vocabulaire philosophique de Lalande. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, je ne vais pas vous le donner, les citations, mais bon, l'expérience, c'est ce qu'on éprouve. Donc, ça fait partie du vécu. Mais en même temps, le vocabulaire de Lalande dit c'est pas tout le vécu. C'est le vécu qu'on trie, qui est considéré comme un peu avantageux. Et je crois qu'on trouve là les deux aspects un peu de cette notion d'expérience. D'une part, quand on vit, on éprouve des choses, et ces épreuves, au sens premier du terme, laissent une trace en nous, et ceci parfois de façon durable. Avec cette particularité que certaines de ces épreuves sont avantageuses et font qu'on devient progressivement un homme qui a de l'expérience. On est au niveau du factuel. On pourrait dire un factuel d'accumulation. On accumule des traces. Les événements de la vie se sédimentent et en ce sens, l'expérience, c'est le vécu, mais pas tout à fait tout le vécu. Et puis on bascule dans une deuxième phase de l'expérience. L'expérience est un vécu qu'on a trié, qu'on a sélectionné, qui a été sélectionné par un sujet. Alors ça ne veut pas dire que cette sélection est intentionnelle et délibérée. Tout se passe comme si, parmi tous les événements qui tissent notre vie, certains nous paraissaient suffisamment importants pour devenir partie intégrante de notre identité. Alors ça, c'était quelques remarques générales. Maintenant, j'ai essayé d'éclairer ça en me référant à un philosophe que j'apprécie tout particulièrement, dont j'ai été l'élève, Ricoeur. Avec cette idée que l'expérience est constitutive de notre identité. Et c'est là que je retrouve l'analyse qu'a fait Ricoeur sur la construction identitaire. Je la rappelle en quelques mots. Ricoeur distingue deux types d'identité. La mêmeté, ou identité idem, et l'ipséité, ou identité ipsé. Alors, ça vient du latin, idem, c'est le même, et ipsé, c'est soi-même. Ces deux formes de l'identité se conjuguent de façon indissociable dans la constitution de ce que nous sommes. L'identité idem est de l'ordre des faits. Le fait de vivre laisse en nous des traces. Cette identité idem est faite justement d'accumulation et de circonstances. Nous avons vécu telle et telle chose, telle et telle épreuve. Nous l'avons vécu à tel moment, dans tel lieu, accompagné et entouré de tels autres acteurs. C'est en ce sens qu'une trajectoire de vécu, pour chacun de nous, est une aventure singulière. Alors, l'identité ipsée, c'est tout autre chose. C'est la capacité à donner du sens à ce qu'on a vécu en se l'attribuant à soi-même. Alors, dans un premier temps, Ricoeur parle d'imputation, c'est-à-dire de l'acte d'attribuer à soi ou à autrui la responsabilité de ses actes. Mais il faut aller plus loin, et c'est ce que fait Ricoeur. Et il va parler, alors, d'une formule, d'un terme qui est peu fréquent en français, il va parler d'ascription. Qu'est-ce à dire? C'est le fait de reconnaître comme sien ce qu'on a vécu.
L'identité idem pose la question du quoi. Qu'est-ce qui fait partie de mon identité? L'identité ipse pose la question du qui. Qui suis-je, moi qui ai vécu telle ou telle chose? Elle ne pose pas simplement la question du vécu, elle pose la question du sujet. Et j'ai essayé d'appliquer cette distinction entre mêmeté et ipséité à l'expérience. Car je crois très profondément qu'il y a deux formes d'expérience. Il y a deux sortes d'expériences qui se combinent. Il y a d'abord une expérience idem, qui est de l'ordre du fait, et qui est composée de tout ce qui a laissé une trace de notre vécu. Et sans cette expérience idem, nous serions sans passé, sans patrimoine, car l'apport des générations qui nous ont précédés, l'importance des rencontres que nous avons faites, font intégralement partie de cette expérience idem. Nous sommes lourds de ce passé accumulé. Mais notre expérience ne se réduit ni à un musée, ni à une base de données. Et c'est là qu'on trouve la place prépondérante de l'expérience ipse. Les traces du passé, même réduites aux traces avantageuses pour nous, demandent à être reconnues comme signifiantes pour nous. C'est là que je fais l'hypothèse que le sens d'un événement ne survient que lorsqu'il est un sens pour nous, pour soi ou pour nous. Et là, on retrouve l'ascription de Ricoeur. Ce n'est plus la question du quoi de l'expérience, c'est la question du qui de l'expérience. Alors, simplement, il n'y a pas de rupture entre la question du quoi et la question du qui. C'est peut-être ça qui fait la difficulté de penser l'expérience, car ce sont bien tel ou tel événement vécu qui sont reconnus comme siens par un sujet et qui sont reconnus comme représentatifs de notre identité. Autrement dit, l'ascription consiste à retenir certains événements comme suffisamment exemplaires pour soi pour être représentatifs de ce que nous sommes. Et c'est là que nous touchons, il me semble, ce que je considère comme le point nodal de l'expérience, le point central. C'est l'expérience représente la capacité pour un sujet à transformer ce que nous avons reçu de la vie en quelque chose que nous assumons et qui désormais fait partie de nous-mêmes. L'expérience, c'est ce qui rend un sujet capable de transfigurer le passif en actif, les contraintes en ressources, le reçu en conçu et le subi en assumé. C'est comme un sas où tout ce qui vient du dehors ou de notre passé se transforme ou peut se transformer en attribut de nous-mêmes. Je dirais pour résumer, l'expérience, c'est la capacité qu'ont les humains à faire de l'ipséité avec de l'altérité. Alors la question du sujet, ce sera mon troisième et dernier point. Je voudrais simplement faire trois réflexions. D'abord, première réflexion, la transformation du sujet épistémique en sujet capable. La question du sujet s'est posée en philosophie de façon aiguë à partir de Descartes. C'est une date centrale de la philosophie, une véritable refondation à partir de la question du sujet. Mais il s'agit chez Descartes d'un sujet épistémique principalement, peut-être pas complètement. Centré en tout cas principalement autour de la question de la théorie de la connaissance. Et on voit apparaître aujourd'hui une mutation, me semble-t-il. Elle n'est peut-être pas suffisante encore pour qu'on en soit assuré, mais une mutation qui amène à passer d'un sujet épistémique à un sujet capable. En psychologie, Pierre Rabardel fut le premier à préciser ce qu'il entendait par un sujet capable. Et je me place très clairement dans cette perspective. Alors, sujet capable, il ne s'agit pas de rejeter le sujet épistémique, et que l'articulation entre les deux pose une véritable question. Mais je pense que là, nous avons intérêt aujourd'hui
à réfléchir à la question d'un sujet capable qui dit « je peux » ou « je ne peux pas », avant de dire « je sais » ou « je ne sais pas ». Et là-dessus, mon inspiration revient une nouvelle fois à Ricoeur. Ricoeur avait l'intention de rédiger un dernier ouvrage qui se serait intitulé « L'homme capable ». La mort l'a empêché de l'écrire. Il y a eu un numéro d'une revue qui le traite et qui en parle. Mais voici quelques éléments qui éclairent son projet. L'essentiel pour lui s'inscrit dans une phénoménologie du « je peux ». Et il a retrouvé certaines idées de Merleau-Ponty qui disaient que le « je peux » précède le « je pense ». Voilà une citation de Ricoeur. L'analogie de l'agir se joue sur une phénoménologie très différenciée du « je peux parler »,« je peux agir »,« je peux me raconter » et de l'imputabilité, à savoir la capacité à me désigner moi-même. Deuxième remarque. Faut-il un sujet pour le pouvoir d'agir? Parce que derrière un sujet capable, évidemment, le concept qu'on voit arriver, c'est le concept de pouvoir d'agir. Il y a plusieurs manières de concevoir le pouvoir d'agir. Et toutes n'aboutissent pas à poser la nécessité d'un sujet comme support de ce pouvoir d'agir. Au XVIIe siècle, notamment, ce fut un débat entre Descartes et Spinoza. Mais de nos jours, la clinique de l'activité insiste sur le pouvoir d'agir tout en récusant la nécessité d'un sujet capable qui serait, d'après cette théorie, une entité beaucoup trop narcissique pour être consistante. Quand on lit Yves Clos, on constate que le sujet n'a pas complètement disparu de sa théorie, mais s'il lui conserve une place, c'est dans la mesure où ce sujet représente la capacité d'être affecté, notamment par les autres et par le social. Mais si, comme j'ai essayé de le montrer, on voit dans l'expérience la capacité à transformer l'altérité en ipséité, alors on peut observer que l'expérience repose nécessairement sur un sujet, qui est à la fois un être qui est affecté, oui, par tout ce qui lui arrive, et un être qui métamorphose ses affects en propriétés identitaires et personnelles. Et c'est en réfléchissant, pour ma part, sur la réflexivité, le cinquième concept que j'avais indiqué en commençant, que j'ai compris comment il n'y a pas de pouvoir d'agir sans sujet capable. Car il est vrai que le pouvoir d'agir est une force qui nous dépasse et qui nous traverse, mais il est vrai également que le pouvoir d'agir ne se déploie qu'en tant qu'il devient constitutif de nous-mêmes, qu'en tant que nous reconnaissons en lui. Alors j'ai découvert, moi, l'importance de la réflexivité en observant les débriefings en situation professionnelle. Il vaudrait mieux dire en observant l'importance de l'analyse réflexive, rétrospective de sa propre activité par un acteur. On constate en effet que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'opérateurs, quand ils sont confrontés à des situations critiques, sont très déstabilisés au moment de l'action. Par contre, après coup, ils peuvent reconstituer le sens des événements. Comme il m'est arrivé de le dire, l'activité constructive, pour reprendre la distinction de Rabardel et Samurseil, a un empan temporel beaucoup plus large que l'activité productive. Alors, cette activité d'analyse rétrospective, je dirais d'abord, ne se réduit pas à de la métacognition. Ce n'est pas simplement une connaissance sur sa connaissance. Elle consiste surtout à donner au vécu du sens pour soi. Et on retrouve ici l'inscription de Paul Ricoeur. C'est le fait de reconnaître comme sien, comme faisant partie de soi ce qu'on a vécu.
En plus, il faut bien remarquer que cette réflexivité ne se ramène pas simplement à de la prise de conscience. Il ne s'agit pas simplement de passer de l'implicite à l'explicite. Il s'agit de transformer un événement qui nous a affectés en un événement signifiant et exemplaire pour nous. D'ailleurs, il faudrait ajouter que la réflexivité n'est pas simplement rétrospective. Certes, dans bien des cas, surtout les cas difficiles, on a un peu ce qu'on appelle traditionnellement l'esprit d'escalier. On comprend après coup. Mais la réflexivité accompagne bien évidemment notre action. Et c'est grâce à elle que ce qui nous affecte devient partie de nous-mêmes. Dernière remarque, et je terminerai là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'invariant du sujet? Alors l'idée qu'il existe à côté des invariants de situation, des invariants du sujet, est une idée qu'on doit à Isabelle Vinatier. La notion d'invariant de situation désigne un concept essentiel dans la conceptualisation de l'action pour l'action et en didactique professionnelle. Elle vient directement de la théorie de la conceptualisation dans l'action de Gérard Verdiot, puisqu'elle désigne le couplage schème, situation. Il est clair que s'il existe des invariants du sujet qui touchent l'identité de celui-ci, ils ne peuvent pas être exactement de même nature que les invariants portant sur la situation. Et j'ajoute, ça pose quand même un problème, que postuler des invariants du sujet, c'est quand même courir le risque de réifier l'histoire du sujet, d'arrêter le processus de développement du sujet. Mais justement, une comparaison entre ces deux types d'invariants peut être, à mon avis, éclairante. Parce que rechercher de l'invariance dans les situations, ça n'est pas fossiliser l'activité. Ça n'est pas réduire l'activité à une répétition à l'identique. Rechercher de l'invariance, c'est au contraire repérer dans les concepts qui organisent l'action des éléments d'un niveau suffisant d'abstraction pour qui permettent de comprendre la manière dont un sujet s'adapte à la grande variété des situations. En plus, quand les classes de situations changent, il faut que le modèle opératif construit par un sujet se transforme lui aussi. J'ai appelé ça des jeunesses conceptuelles. Eh bien, j'ai envie de dire, pour terminer, qu'à côté de ces jeunesses conceptuelles, qui portent sur des invariants de situation, il existe aussi des jeunesses identitaires, qui aboutissent à une transformation profonde des invariants du sujet. Ce qui veut dire que les invariants du sujet, je crois, ne nous sont pas directement accessibles. C'est lorsque les circonstances nous obligent à modifier nos traits identitaires pour rester en un sens fidèles à nous-mêmes, on peut essayer d'identifier ce que sont ces jeunesses identitaires. Ce sont des moments où la fidélité à soi-même n'est plus conservatrice, mais créatrice. Ces moments sont sans doute rares, mais ils nous apprennent, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Ce qui voudrait dire que notre idée profonde, notre identité profonde nous échappe pour une grande part et qu'elle ne se révèle qu'au regard des épreuves qui nous obligent à faire la part en nous-mêmes de ce que nous jugeons accessoire et de ce que nous jugeons essentiel. Alors oui, je crois qu'il y a des invariants du sujet en ce sens-là. Mais ces invariants du sujet ne se découvrent qu'au travers d'événements. Donc, ils comportent toujours une grande part de contingence. Et ils ne se découvrent que lorsque nous saisissons ces événements comme vraiment représentatifs pour nous, autrement dit, quand nous les saisissons généralement après coup. L'existence d'un variant du sujet empêche notre identité d'être parfaitement claire par rapport à nous-mêmes, et notre identité, de ce point de vue, restera toujours en partie obscure et incertaine. Voilà, je vous remercie.